Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vous interprète une histoire de suspense de Pierre Bellemare. Allez go, c'est parti. Une date qu'il ne faut pas oublier. On ne peut tout de même pas toujours vivre comme des bêtes. En rentrant chez lui ce soir-là, Heinrich Zuber ne peut s'empêcher de ressasser cette phrase dans sa tête. Tout à l'heure, à la sortie de son travail, un groupe d'ouvriers écoutait un orateur, juché sur un tonneau. Malgré sa prudence naturelle et sa réputation de bon ouvrier, il s'est approché et il a écouté. L'homme avait la trentaine, une grosse moustache, une voix grave. Il gesticulait comme une marionnette et disait « Camarades, nous combattons pour la journée de 8 heures, une augmentation des salaires, l'amélioration des conditions de travail et l'abolition des listes noires. » La liste noire. En entendant ces mots synonymes de chômage, Heinrich a jeté un regard inquiet autour de lui. Les recommandations de sa mère lui revinrent aux oreilles. « Ne t'occupe pas des autres, mon garçon. Fais ton travail sans jamais écouter personne. Pense à ton père qui est chômeur parce qu'il se mêlait de ce qui ne le regardait pas. » Comme il s'éloignait du groupe, une phrase de l'orateur est venue lui percuter les oreilles et se graver dans son cerveau. « On ne peut tout de même pas toujours vivre comme des bêtes. » Heinrich Zuber a 15 ans. Il est fils d'immigrés allemands venus s'installer à Chicago en 1880. Voici 6 ans qu'ils habitent le quartier Bremen, non loin des abattoirs où ils travaillent depuis 1 an. Comme son père est sur la trop fameuse liste noire des ouvriers syndicalistes et que de ce fait il n'est plus engagé nulle part, c'est lui qui rapporte à la maison l'argent indispensable à la survie de ses 3 frères et sœurs. Cahoté dans l'omnibus à chevaux qui le ramène vers son domicile, Heinrich a du mal à rassembler ses idées. À la réflexion, c'est vrai qu'il vit comme une bête. Levé à 5 heures, à 5h30 il prend l'omnibus. À 6h il est au travail. À 9h il a 10 minutes pour le casse-croûte. À midi, une demi-heure pour la gamelle. Et il reprend le travail jusqu'à 6h. Il rentre à la maison ivre de fatigue vers 7h. Il mange une grosse soupe, une tranche de pain au sein doux, une autre à la mélasse. Et il s'écroule dans son lit, vers 8h, comme une bête, jusqu'au lendemain matin 5h. Et ça recommence. C'est curieux comme, tout à coup, le jeune Allemand voit les choses différemment. Les mots eux-mêmes n'ont plus du tout la même signification quand on réfléchit à leur véritable sens. Par exemple, quand il dit « je prends l'omnibus », il serait plus exact de dire « je prends une sorte de tombereau brinque-ballant qui transporte un tas puant d'ouvriers qui dorment debout et s'écrouleraient s'ils n'étaient pas tassés comme des hares en sort dans leurs tonneaux. » Quand il dit « maison », il devrait dire « une cabane en planches dont les joints laissent passer la pluie et le vent. » Le lit, 2 planches avec de la paille. Les couvertures, des sacs de pommes de terre. Quand il dit « quartier Bremen », il devrait dire « cité lacustre, avec maisons et trottoirs sur pilotis, au-dessus de ruisseaux nauséabonds qui deviennent des lacs au moment des grandes pluies, et d'où s'envolent des nuées de grosses mouches bleues à la belle saison. » Même le mot « travail » n'a aucun sens. En effet, peut-on appeler travail d'homme cette course perpétuelle après la chaîne qui poursuit sa route et vous interdit même de vous moucher ? Avant-hier, un camarade qui découpe les porcs à côté d'Heinrich, pris d'un malaise, est tombé à terre. Le contremaître s'est précipité, non pas pour le secourir, mais pour le pousser du pied et poursuivre le travail à sa place. Le malheureux est resté là, sur le sol, le visage dans la boue sanglante, jusqu'à ce que le service de secours entende 5 minutes plus tard leurs appels et vienne le chercher. À la suite de cette défaillance impardonnable, il sera sans doute mis à la porte. Et peut-on appeler lieu de travail un endroit où il n'y a même pas un lavabo, où des centaines d'hommes qui travaillent 10 heures par jour dans le sang et les immondices n'ont pas la possibilité de se laver les mains pour déjeuner ? Les conditions d'hygiène sont telles que si un ouvrier se fait une blessure quelconque, il a 9 chances sur 10 d'en mourir. En 6 mois, 30 ouvriers sont morts de s'être fait au travail une simple petite coupure. Et toute cette misère, pour même pas $3 par jour, le prix d'un modeste repas dans un restaurant de Chicago. Et les listes noires, les terribles listes noires où figure le nom des ouvriers qui ont l'audace de revendiquer
Les meneurs, les sales mentalités, les syndiqués, les socialistes, les anarchistes. Ceux qui, comme son père, se mêlent de ce qui ne les regarde pas. Et osent réclamer de meilleures conditions de travail, alors qu'il y en a tant qui s'en contenteraient. Car les immigrants arrivent par centaines pour trouver du travail. Il faut se battre, au sens réel du terme. Voici quelques mois, une usine de conserve de viande annonce dans le journal qu'elle va engager 200 ouvriers. Au petit matin, ils sont 3000 devant l'usine. La plupart ont passé la nuit sous la neige. Lorsque la porte s'ouvre enfin, c'est une véritable bataille rangée. La police est obligée d'intervenir à coups de matraque. Enfin, tant bien que mal, 20 ouvriers sont engagés et la porte se referme, définitivement. C'est terminé. Sommé de donner une explication, la direction dit tout simplement que le typographe du journal s'est trompé d'un zéro. Il a mis 200 au lieu de 20, voilà tout. Et tout ça pour même pas 3 $ par jour. Oui. Vraiment, a-t-on le droit d'accepter de vivre ainsi? Comme des bêtes? Comme Heinrich vient de s'extirper de son omnibus, il se trouve nez à nez avec son voisin Adolf Fischer, typographe à Leberter Zeitung. C'est un journal qui se mêle aussi de ce qui ne le regarde pas et incite les ouvriers à la révolte. Bien que Madame Zuber ait conseillé à son fils de ne pas parler à cet individu peu recommandable, Heinrich engage la conversation et apprend que c'est le patron d'Adolphe, August Spice, qui haranguait les ouvriers à la sortie des abattoirs. Poursuivant sur sa lancée, le typographe lui dit qu'une grande victoire syndicaliste vient d'être gagnée. Quelques semaines auparavant, menacée de grève, une grande usine de machines agricoles a lock-outé l'entreprise. Cela consiste à fermer l'usine, renvoyer tout le personnel et réengager quelques jours plus tard seulement ceux que l'on désire conserver. C'est simple et c'est légal. On a toujours un prétexte de prêt pour refuser tel ou tel élément perturbateur. L'affiche du lock-out disait « On embauchera de 800 à 1000 ouvriers ». Or, grâce à la campagne des journaux syndicalistes, lorsque l'usine ouvrit ses portes, seulement 300 ouvriers se sont présentés. « Tu te rends compte, petit, il y en avait que 300 ! Quelle victoire !» Tandis qu'ils poursuivent leur chemin, Heinrich s'interroge. Qu'aurait-il fait s'il s'était trouvé dans cette même situation? Aurait-il fait partie des 300 qui se sont présentés ou des 500 autres qui ont choisi la misère plutôt que la honte? Tout à coup, le visage de son père, se mêlant de ce qui ne le regarde pas, surgit devant lui. Bien qu'il ne parle jamais de ses idées à la maison, il se tait lorsque la mère grogne. Ne fait-il pas partie de la liste noire? Parce que tous les jours, il se présente au bureau de l'emploi, où il a su qu'on embauchait 800 ouvriers dans l'usine de machines agricoles. Or, il n'y a eu que 300 embauchés, et son père est toujours chômeur. Il fait donc partie des 500 qui n'acceptent pas de travailler dans la honte. Un trouble étrange saisit Heinrich lorsqu'il passe à table, quelques instants plus tard. Comme chaque soir, depuis des années, son père est assis au bout de la planche qui sert de table et mange en silence. Sa cuillère plonge dans son bol de soupe avant de disparaître sous ses moustaches. Se sentant observé, le père lève les yeux de son journal posé sur la table et croise le regard de son garçon. Alors, pour dire quelque chose, il lance « Ça va, mon garçon ?» Et il ajoute après un temps « C'est pas trop dur ?» Heinrich voudrait parler, mais les mots se bousculent dans sa tête, et puis sa mère le regarde, les yeux souppliants. Un étrange silence est tombé sur la maison. Même les petits sont restés la cuillère en suspens. Alors, refoulant tout ce qu'il a sur le cœur, Heinrich répond « Non ». Et le père se replonge dans sa solitude en s'absorbant dans la lecture de son journal. Au moment de se coucher, Heinrich, qui guette cette occasion depuis un moment, déplie le journal que son père a posé sur le buffet. Avec peine, le jeune homme assemble les lettres. Herberter Zeitung. Un titre barre la page. Ouvriers, samedi, tous à 19h à N-Market. Le lendemain, en sortant des abattoirs, Heinrich Zuber ne rentre pas chez lui. Quelques camarades de travail lui ont demandé s'il venait au meeting. Il n'a pas répondu, mais il a décidé de les suivre, pour s'informer. On ne peut tout de même pas toujours vivre comme des bêtes. 1 heure plus tard, tandis qu'il écoute un orateur, une main se pose sur son épaule.
Il n'a pas besoin de se retourner pour savoir à qui appartient cette main. C'est celle dans laquelle il enfouissait la sienne lorsque tout enfant il allait à l'école en Allemagne. C'est celle qu'il serrait fort sur le bateau lorsqu'ils ont subi cette tempête en venant en Amérique. Comme elle est rassurante, cette main, en ce moment précis, où noyé dans cette foule grondante, il prend conscience de son métier d'homme. « Ça va, mon gars ?» Comme la veille à table, Heinrich est dans l'impossibilité d'articuler une parole. Ils sont restés là, debout, l'un près de l'autre, et comme le meeting finissait, ils sont rentrés en silence. Plus tard, au moment de se coucher, le père s'est approché de son fils, l'a pris par les épaules et lui a dit « Vois-tu, mon fils, ce jour-ci est une date qu'il ne faudra jamais oublier. » Les jours suivants, les grèves se sont multipliées. Trop longtemps contenue, la colère se déchaîne. Une bombe tue 6 policiers alors que les policiers ouvrent le feu. Des dizaines d'ouvriers tombent. On ignore le nombre exact des morts. Un an après, à la suite d'un procès manipulé par les industriels de Chicago, 4 syndicalistes sont pendus, dont Auguste Spy. Le grand meeting de Herrmarker, qui était à l'origine de toute cette prise de conscience, s'était déroulé le 1er mai 1886. C'est pour perpétuer ce souvenir que la fête du travail a lieu chaque année ce jour-là. Mais contrairement à ce que pensait le père d'Heinrich, aujourd'hui, parmi des millions de personnes qui cessent le travail chaque 1er mai, combien le savent? Et vous-même, le saviez-vous ?